Bonjour. Bonjour. Je voudrais commencer pour une petite présentation, s'il vous plaît, de votre parcours dans l'architecture, votre domaine. Bonjour, je suis Christian Bellinganco, je suis camerounais, architecte formé à l'école d'architecture de Grenoble. Et donc après la formation, ici à l'ENSAG, j'ai fait le DS à terre avec la terre, en ayant au préalable fait un stage au Burkina Faso, parce que je m'intéressais déjà aux architectures de terre, donc j'ai fait la spécialisation, et depuis l'après-spécialisation, je me suis donné comme projet de vie professionnelle de travailler sur les questions d'architecture sensible, axées vers le grand nombre. Donc du coup, depuis, je travaille comme consultant architecte dans des projets liés au développement, sur des projets qui touchent essentiellement aux questions de l'habitat, du grand nombre, mais également aux questions liées à la préservation du patrimoine bâti en terre. Depuis une dizaine d'années maintenant, je travaille également beaucoup sur des questions liées à la reconstruction post-catastrophe naturelle. Donc voilà un peu le parcours que j'ai on va dire, de ma profession d'architecte. D'accord. Et vous pouvez me décrire votre maison d'enfance? On vient de faire un petit dessin et nous expliquer votre lieu préféré. Alors, ma maison d'enfance, c'est la maison du grand-père. Donc, on va dire une maison assez simple, d'inspiration coloniale, à Douala au Cameroun, avec une grande cour, on va dire quelques espaces intérieurs pas toujours bien éclairés, mais un grand espace extérieur sur lequel il y avait un grand manguier qui était vraiment le lieu de vie en fait. Et ce lieu de vie là qui fait que dans un contexte climatique équatorial, humide et maritime, vivre simplement à l'extérieur sous ce grand manguier était le lieu des rencontres, du jeu, de l'apprentissage. Donc c'est plutôt ça que j'ai en tête, le petit vent d'après-midi, la bonne odeur des mangues, les jeux d'enfants, voilà, c'est plutôt ça. Toujours, oui. Manger la mangue, manger la mangue, courir derrière la mangue qui tombe pour être le premier à avoir la mangue, parce qu'on était pas mal, enfin quelques-uns nombreux dans la maison, donc c'était le jeu, mais également essayer d'être le premier sur la mangue. D'accord. Et par rapport à ça, est-ce que vous pouvez me donner une définition d'espace, de l'idée d'espace par rapport à ça? Par rapport à ça, je pense que l'espace, c'est d'abord une question de liberté. Pour moi, c'est ça, la possibilité d'être à un endroit qui n'est pas contraint. C'est vraiment pour moi ça, l'espace, et cet endroit-là représente bien ça, parce que on pouvait étudier sous l'arbre, on pouvait monter et grimper sur l'arbre pour s'amuser, on pouvait de temps en temps avoir une mangue, jouer, se battre, se jeter de la poussière dessus. Du coup, c'est un endroit où je pense qu'il y avait la possibilité de faire son linge, laver le linge et de l'étendre par exemple. Donc tout d'un coup, comme ça, un repère spatial, mais dans lequel beaucoup de choses sont possibles en fait. D'imaginer que tout d'un coup on puisse changer d'activité au même endroit, et cet endroit-là permet quand même de pouvoir remplir cette fonction-là, enfin, de pouvoir faire cette autre activité-là. Pour moi, c'est un peu ça C'était à la fois, jeu, fonction... Oui, multifonctionnel en fait. C'est le même endroit, mais qui finalement permettait d'avoir plusieurs moments dans la journée et plusieurs types d'activités sans forcément quitter cet endroit-là, quoi.
On pouvait jouer au foot là, on pouvait apprendre ses leçons, on pouvait faire le linge, toujours dans cette cour familiale. Ok. Est-ce que pensez-vous que les expériences vécues des espaces nous influencent et sont présentes au moment de la conception en architecture? Et comment, si oui, comment? Oui, parce qu'il y a toujours un peu de soi dans la façon dont on peut concevoir, y compris pour quelqu'un d'autre, ce qui n'est pas très, très juste en tant qu'architecte. Mais je pense que c'est l'expérience du vécu dans certains genres d'espace qui revient souvent quand même, parce que cette expérience-là, on peut essayer de la transmettre dans ce que l'on conçoit, parce qu'on se dit dans la mémoire que c'est des endroits qui peuvent être bien à vivre. Donc ce côté par exemple de confort, de ventilation naturelle, d'éclairage ou d'ombrage qu'il y avait sous cet arbre-là, ça peut être quelque chose qui peut refléter une réflexion sur comment dessiner une maison aujourd'hui, qui est ces qualités-là. Donc je pense que oui, il y a une influence de ça. Ce n'est pas tout dans la conception, mais je pense qu'en chaque architecte, il y a quand même comme ça des repères forts qui font que de temps en temps, ça transparaît dans la façon dont on peut concevoir pour les autres en fait. Ouais. Et on peut pas se débarrasser du tout de tout ça pour dire. Non, parce que l'architecture est aussi culture, ou elle est d'abord culture. C'est un jeu culturel, et je pense que on conçoit avec la somme des cultures qu'on porte. Et donc souvent, d'ailleurs, la formation d'architecture, elle a vocation à nous donner des références d'autres architectes, des références culturelles, pour élargir la vision que l'architecte peut avoir, mais il part toujours de quelque part. C'est-à-dire qu'on ne peut pas enlever ce vécu-là qu'on a en soi, on peut simplement l'enrichir avec d'autres contextes qui font que tout d'un coup, on est en capacité de concevoir pour des personnes avec des profils différents, avec des demandes différentes, en faisant donc appel ou référence à d'autres expériences que les architectes ont vécues et ont exprimées dans des bâtiments qui peuvent être modèles. Mais c'est toujours, on part de quelque chose et on lui rajoute ces références culturelles-là pour mieux répondre à des besoins, à des modes d'habiter d'un client ou d'un programme pour un projet d'architecture quelconque. Dans ce type de démarche, dans votre domaine, quelle méthodologie privilégiez-vous pour concevoir au moment de la conception des espaces? Je pense que le plus intéressant, c'est de bien observer et de bien comprendre le contexte dans lequel on va travailler. C'est important parce que en plus du génie du lieu, je pense qu'il faut avoir une compréhension des modes d'habiter pour que le contexte dans lequel on installe un espace fonctionnel puisse s'intégrer bien à cet environnement-là, mais également correspondre aux besoins, on va dire, des personnes qui vont pratiquer au quotidien le bâtiment qu'on conçoit. Et j'ai eu envie de dire que c'est de plus en plus, depuis ces 10-12 dernières années, de plus en plus, ce qui est important, c'est de faire avec les gens. Parce que le rôle de l'architecte, certes, c'est de concevoir, mais il n'est jamais bon dans son rôle que quand il accompagne les désirs des gens. Et je pense que c'est en ça que ça devient intéressant de dire que on est vraiment à côté des gens pour mieux exprimer leurs besoins à eux, pas pour imposer une idée qu'on a soi. Donc connaître comment les gens vivent, connaître l'environnement dans lequel ils sont, les enjeux par rapport à ce contexte-là pour amener les fonctionnalités, les besoins des personnes, mais également répondre à des enjeux d'intégration, on va dire environnementale, climatique, pour assurer le confort et la sécurité dans ces espaces-là. Je pense que ça change vraiment beaucoup la perception entre le passage à l'école et la façon de travailler ces dernières années. Vraiment être aux côtés des gens pour réfléchir avec eux sur ce qui est le plus adapté. Oui.
Et en fait, c'est ça que je voulais revenir dans cette question. Est-ce que ça, vous croyez, vous sentez que vous l'avez acquis pendant la formation ou après? Dans quel moment vous pensez que ça te commençait à faire plus conscience? Oui, je pense que ça peut être, pas que je pense pas que ça peut être, c'est les deux. On disait tout à l'heure que la part de la culture, la part des expériences passées, elle est vivante en chacun de nous. Et je pense aussi qu'on arrive à l'école d'architecture avec un rêve qui est déjà plus ou moins fixé sur la façon dont on voit l'architecture en fait, ou la façon dont on voit le rôle de l'architecte dans sa fonction de concepteur. Moi je suis arrivé à l'école avec un rêve d'architecture qui est une architecture, on va dire, en référence à mon arbre. Vraiment quelque chose qui est tout le monde passe devant, tout le monde peut s'arrêter et avoir bénéfice de ça, qui était quelque chose en plus qui peut être accessible. Donc, j'ai envie de dire que dès le départ, le questionnement a toujours été de comment est-ce que ça peut être profitable aux gens, sachant que je viens d'une famille modeste, voire pauvre, sachant que faut trouver un rôle social à cela, de dire que l'architecture peut avoir un rôle social, et de dire en fait comment est-ce qu'on peut être utile aux gens sans être forcément élitiste, au sens où on fait que pour une petite partie des gens, parce que ça ne me correspondait pas très bien. Et puis après, dans le début des études, le contact avec les enseignements de Patrice Doat m'ont beaucoup marqué. C'est-à-dire que le côté par lequel lui il prenait l'architecture en disant c'est la brique, une brique après l'autre, une brique sur l'autre, une brique à côté de l'autre, au final finit par construire l'espace. Et l'expérience de la cathédrale en chantier dans les garages de l'école faisait que la promotion des 200 étudiants qu'on était, on y passait tous, chacun pour faire un petit bout du bâtiment. Donc construire pendant quelques séances le bâtiment, et on le voyait évoluer et chacun s'y reconnaissait un peu. Et donc ça, sur cet aspect-là, on y participe tous sur quelque chose qui a été réfléchi, parce qu'après on le dessinait en tant qu'archi. Mais au moins en dessinant, on savait ce qu'on dessinait, on savait comment ça se construisait, parce qu'on avait été impliqué dans la conception, et du coup on avait plaisir à venir voir ce que ça faisait à la fin là-dedans. Donc ce côté-là de plusieurs personnes qui gravitent autour, c'est de dire l'architecte est peut-être celui qui conçoit l'espace, qui dessine les choses, mais il doit aussi imaginer qu'à un moment donné, il participe à la concrétisation en touchant, en faisant. Du coup, le parcours à l'école, ça a été ensuite, certes, les modules d'apprentissage de l'architecture, les Chedal notamment, mais également, j'ai fait l'enseignement de Gilles Marty, et sur l'enseignement de Gilles Marty, on avait ce genre d'exercice-là sur lequel on pouvait se projeter sur des souvenirs d'enfance, avec un exercice sur lequel on travaillait, faire 100 dessins, puis 50 dessins, puis un dessin, en essayant de capitaliser sur les différents dessins pour sortir une thématique qui te permet de concevoir une maison sur l'allégorie de ce que ton dessin raconte. Donc souvent ce genre de choses là. Et après, à partir de la 4e année, je me suis remis dans le module culture constructive, sur lequel on faisait là aussi. Donc on a travaillé avec Gilles Perraudin, avec Rudy Rijuti était venu dans l'enseignement, on avait Pascal Rollet sur la pierre, le bois, la terre, justement toucher les matériaux, concevoir, mais faire des prototypes aux grands ateliers. Donc dans la 4e et 5e année, vraiment dans cette thématique-là, de quelque chose qui se rapprochait vraiment à la façon dont je concevais l'architecture, pouvoir toucher les choses, mais également pouvoir les faire en direction du grand nombre. Donc c'est vraiment comme ça que ça s'est fait. Mais voilà. À l'échelle réelle. À une échelle réelle, mais aussi pour quelque chose qui serait à destination du grand nombre. Parce que c'était vraiment ça. À l'époque, ça s'appelait même pas culture constructive. On avait vraiment
aussi comme ça en idée avec les Hubert Guyot, les Anne-Monique Bardago, toute une culture sociale du rôle de l'architecte dans des franges de population où il y a un besoin d'architecture, mais où les gens n'ont pas forcément les moyens de pouvoir se payer les services d'un architecte. Donc je pense que tout ça construit dans ma formation à l'école la façon de me positionner professionnellement, parce que ça me touchait déjà en arrivant à l'école. Et puis ces contacts-là, ces personnes-là ont fait que ma formation a été orientée ainsi pour pouvoir exercer de cette manière aujourd'hui. Donc pour moi, le DSATR était une trajectoire normale. Bon, c'est peut-être un hasard que le DSATR ait lieu à Grenoble, mais ce n'était pas anodin non plus d'avoir Patrice Doat en première année avec la cathédrale en chantier, parce que c'est les mêmes personnes qui portent voilà, cette approche de l'enseignement par le faire. Voilà. Et par rapport à ça, si on prend Giovanni Pallasma, il parle que les corps, c'est les premiers habitats de l'homme, et c'est à partir du corps que nous pensons notre relation avec le monde. Si on pense ça, et comment avez-vous été influencé, par exemple, à prendre en compte les corps comme dans votre formation? C'est ce qu'il a eu une influence en particulier qui vous avez fait penser à ça? C'est le corps, plutôt le lien entre l'être humain et son environnement. Je pense que ça c'est une très bonne chose. J'ai souvent en tête des réalisations d'Andy Goldsworthy. Andy Goldsworthy qui sculpte la nature comme ça, tout d'un coup avec un rien, avec quelque chose devant lequel on passe tous les jours, on fait une forme et transforme les choses. Je peux revenir à mon fameux manguier avec le contact de l'arbre sur lequel on monte, de temps en temps on tombait, hein, c'est pas donc de se rendre compte aussi par ce contact-là, de voir que on peut aller se balader ailleurs que là, et puis quand on revient là, tout d'un coup, il y a quelque chose qui se passe. On est familier à l'endroit parce que le grand feuillage de l'arbre fait que tout d'un coup, il y a de l'ombre, il y a de l'air qui passe. Au moment où on se sent bien, et je pense que c'est vraiment ces sensations-là d'endroit qui vous parlent, en fait, qui fait que le concept de conception architecturale doit revenir à ça. Comment est-ce que le corps devient un révélateur de ce qui est bon pour nous, en fait. C'est-à-dire qu'on peut se balader dans des conceptions architecturales ou dans des réalisations où ça ne nous parle pas. C'est simplement fonctionnel, très bien, ça marche très bien. Et puis à certains endroits, on ne sait pas pourquoi. On arrive là-dedans et tout d'un coup, le corps et l'esprit ne font qu'un parce qu'il y a quelque chose qui se passe. Donc je pense que c'est vraiment cette relation-là qui est à rechercher dans la conception, parce que je pense aussi que ça fait appel à beaucoup de leviers. Il y a quelque chose qui est de l'ordre du confort physique, mais je pense aussi qu'il y a beaucoup de choses qui sont de l'ordre du confort émotionnel, de la reconnaissance culturelle, d'un bien-être quelque part dans lequel on se retrouve. Et à ce moment-là, on peut faire référence à des philosophies asiatiques, le feng shui ou ce genre de choses qui font que dans la conception du bâtiment, on va aller chercher le magnétisme, l'orientation, qui font que voilà, ce n'est pas simplement les quatre murs, c'est aussi toute une conception cosmique même de l'environnement dans lequel on va poser l'objet qu'on conçoit, et c'est tout ça qui fait que tout d'un coup, ça fait bingo. Et puis quand on dit hop, il se passe un truc là. Le corps se reconnaît dans un truc où il est bien, quoi. Je pense que c'est plutôt cette relation-là que j'y vois. Est-ce que vous pensez vous dessinez dans les espaces que vous concevez? Je pense que oui. La première, je pense que ma première préoccupation, c'est ça. C'est de dire, il n'y a pas une architecture pour les riches ou pour les pauvres. Il y a une architecture dans laquelle
on pourrait être en capacité de se voir. Je vois ça comme un cuisinier qui ferait de la bonne nourriture que lui-même n'est pas capable de manger, ou faire de la nourriture qu'il n'est pas capable de manger, ou simplement en disant c'est pour les autres. Bon, s'il y a des raisons d'allergie ou de ce genre de choses, ok, mais c'est vraiment comment est-ce que je me projette dans cet endroit-là, comment est-ce que les gens qui vont vivre là-dedans se ressentent, ou si j'étais à leur place, comment est-ce que les choses se passeraient. Donc ça aussi c'est un aspect qui, je pense, est important. Après, à ce moment-là, que ce soit un petit objet ou un grand objet, c'est toujours comment moi je me ressens là-dedans, en dehors du fait que ça peut refléter le fait qu'on fasse petit ou grand, la position sociale, les moyens, voilà. Mais oui, je pense que c'est... Et pendant vos années de formation en architecture, il y a eu des pratiques qui ont fondamentalement modifié votre image de ce qui c'est l'habiter, des verbes. Parce qu'on peut dire, oui, on arrive, comme vous disiez tout à l'heure, on arrive avec des choses déjà acquises. Est-ce qu'il y a eu après un moment que ça a changé de façon significative? Changer de façon significative, je pense qu'on s'enrichit d'autres expériences, d'autres références en fait. Mais on porte toujours en soi la façon dont on a habité enfant, la façon dont on a vécu avec les siens dans des espaces qui nous accompagnent. Donc après, on peut comparer ça, en plus pour moi qui viens d'une autre culture, d'un autre continent, de voir les manières d'habiter ici qui sont différentes. Donc on s'adapte, on va faire des syncrétismes parce qu'on va mélanger un peu les deux cultures pour pouvoir allier sa culture à celle dans laquelle on vit et du coup se fondre dans le moule et fonctionner avec les autres. Donc je pense que c'est le vivre ici qui est aussi une autre perception de la façon de pratiquer l'espace. Parce que ce n'est pas la même chose que là où je viens, où tout d'un coup, en étant dans un appartement, tout se passe tout d'un coup dans la maison, alors que là, c'était vraiment la maison, c'était des moments, enfin l'intérieur de la maison, c'était des moments particuliers, la nuit, tôt le matin, ou ce genre de choses, peut-être à midi pour manger, et encore de temps en temps on mangeait là. C'est vraiment, et du coup, de changer ce paradigme-là, c'est aussi de voir comment ce qui fait sens par rapport à l'utilisation de l'espace peut changer. Donc je pense que il y a ça. Et après, l'école est formelle, c'est la formation, mais l'école est formelle, donc l'enseignement est formel. Et dans la mesure où les écoles d'architecture et celles de Grenoble offrent plusieurs thématiques depuis la deuxième année dans les studios, du coup, on peut se former de différentes manières, on peut être plusieurs, mais chacun avoir un peu son circuit. Mais il n'en reste pas moins quand même que dans les exercices de conception, il fallait quand même 4 murs et un toit, on va dire. Le clos et le couvert ont souvent fait partie des exercices, ce qui peut différer de la façon de pouvoir vivre avec ça, où là aussi il y avait un grand espace, une cour, qui change aussi la chose. Donc c'est un mix, on vient avec sa culture, mais pour réussir les études, il faut rentrer dans le moule de la formation, répondre aux critères des exercices. C'est pas beaucoup recommandé de désobéir parce qu'après on est peut-être mal noté et on n'avance pas dans les études, mais c'est ça. Donc je pense que c'est ces différentes mutations dans les usages qui font que oui, ça change la perception et ça donne même la capacité à ce moment-là de pouvoir imaginer les espaces à concevoir qui seraient adaptés à un autre contexte que celui dans lequel j'ai grandi et vécu. D'accord. Et par rapport à l'habiter, si on peut penser que l'habiter est lié à l'expérience sensible et plutôt qu'à la forme géométrique de l'espace, pensez-vous que ces principes sont suffisamment inclus dans la formation d'architecture?
Je vais dire pas forcément, parce que le sensible vient avec peut-être la pratique professionnelle, parce que les canons en fonction des studios qu'on choisit sont différents. Certains des profs, je me souviens, certains des professeurs qu'on avait ici à l'école travaillaient sur la question du sensible, sur la question de l'art, du graphisme, de la façon de pouvoir exprimer les espaces, souvent même en travaillant uniquement à la main. Par exemple, M. Ragnaud qui faisait un des studios en deuxième et troisième année, où on ne travaillait qu'avec du fusain, avec de la gouache, avec des, sans aller vers le tout informatique, et où il y avait comme ça une expression graphique, sensible, et puis d'autres enseignants qui très vite basculaient sur l'exigence du dessin technique, de l'expression architecturale, d'un courant de l'architecture moderne, voire post-seconde guerre mondiale, avec quelque chose de bien rigoriste, des traits droits, du béton, ce genre de choses. Donc, je pense que le sensible rentre en compte dans la façon dont on peut être soi-même touché par l'architecture et à ce qu'on veut, parce qu'il y a des étudiants qui, je sais, ont fait une ligne droite dans la façon de choisir des studios qui étaient forcément comme ça, très rigoristes dans la façon de pouvoir exprimer l'architecture. Donc il y a à nouveau là-dessus ce qu'on porte en soi comme vécu, qui détermine aussi la sensibilité qu'on peut avoir dans l'expression même de l'architecture. Et ça va se voir dans la façon dont les étudiants ou les architectes peuvent rendre ensuite leur travail en fonction de quelque chose qui est vraiment très léché, sans en truquer des passes, et d'autres qui vont exprimer avec beaucoup de sensibilité, des dessins plus exprimés, à la gouache, ce genre de choses. Donc, après, ça influence... par exemple, oui. Ça peut influencer la conception des espaces, ou pas forcément. Ça veut dire quelqu'un qui s'exprime plus facilement à la gouache. Ça peut avoir cette approche au manguier. Oui. Ou moins que l'autre. Je pense que cette sensibilité-là donne également le côté flexible des choses. Je pense que la conception architecturale est un exercice qui est très rigoureux, et à partir du moment où on commence à poser ses idées, c'est souvent difficile de revenir en arrière. Or, quand on est dans cette conception-là et qu'on a le nez dedans, moi, je me souviens du travail en studio, on travaillait à la maison, et puis quand c'était les jours de studio, on venait au studio avec sa planche, son ordi, ce qu'on veut, et dès que quelqu'un mettait le nez dedans, il touchait forcément à quelque chose qui marchait moins bien, ou qui lui paraissait pas très évident dans la façon de... Et du coup, ça remet en question. Or, quand on a passé la nuit à faire ça, on a du mal à revenir en arrière pour dire, bon, on va recommencer. Or, quand c'est fait aquarelle, gouache ou autre, on peut gommer. Et puis, quand on a la facilité de cette expression-là aussi, on peut même poser la feuille de côté et recommencer quelque chose assez vite à la main pour essayer de remettre en question ça. Donc, je pense que ce côté sensible-là, il rend les choses plus dynamiques. C'est ça. Il rend les choses plus dynamiques, plus vivantes, plus sensibles. Donc, plus ouvert un peu. Oui. D'accord. Et à partir de Jangel, l'urbaniste, il dit qu'on a besoin d'une architecture plus humaine. Et il parle déjà d'une architecture à l'échelle humaine. Et pour vous, comment on peut repenser l'apprentissage de l'architecture avec ce principe? Ou est-ce qu'il est déjà présent dans la formation en architecture? Oui, l'aspect humain ou l'échelle humaine existe dans l'apprentissage en architecture. Les écoles qui utilisent encore le modulaire du Corbusier, par exemple, insistent toujours sur
la proportion, sur l'échelle humaine, sur la taille des espaces en fonction de ce qu'on en fait. Il y a ça. Et après, en face, il y a la commande. La commande de l'architecture sur le côté de rentabilité, sur une société capitaliste qui veut, dès qu'on a un bout de foncier, le rentabiliser au maximum, va faire qu'on va produire des choses qui, elles, peuvent ne pas être de cette échelle-là, parce qu'il y a d'autres effets, d'autres enjeux derrière. Mais les grands ensembles, ce qu'on appelle en France les grands ensembles, ou sous le vocable des cités, ont montré leurs limites en fait, de vouloir entasser les gens sur des choses trop grandes et qui finalement, à plusieurs niveaux, notamment social, ne marchaient plus forcément. Parce qu'il ne suffisait pas seulement d'entasser les gens, mais il fallait pouvoir apporter tous les autres aspects de la vie qui permettent aux gens de s'épanouir dans un endroit. Or, quand ça devient à cette taille-là, on perd aussi beaucoup du côté sensible qu'on peut avoir, parce que la rentabilité, parce que l'économie sont les choses qu'on met en avant. Or, ce n'est pas que ça qui fait les espaces de vie, ce n'est pas que ça qui construit l'humain. Et donc, du coup, ça s'est vu que c'est compliqué. Et aujourd'hui, les gens reviennent à des choses qui, quand ils le peuvent, même les archis, quand ils le peuvent, de revenir à des choses qui sont de cette taille-là, plus humaines, plus facilement modulables, d'échelles qui n'entassent pas forcément les gens. Et il y a tout un courant de pensée maintenant avec de l'habitat participatif, où les gens eux-mêmes sont en capacité de se réunir et décider, puis d'accompagner la conception de l'architecte et la construction pour avoir quelque chose on va dire, à la taille humaine, la taille de quelques familles, pour répondre à des besoins particuliers et produire un espace qui permet à ces quelques unités familiales de pouvoir garder l'échelle humaine en fait, garder le lien social, parce que c'est aussi ça qui est souvent beaucoup recherché dans ce genre d'opération. Est-ce que dans votre formation en architecture a été introduit les expériences des sens, des sens du vécu, des sens sensibles dans la conception de l'espace? Dans la conception de l'espace, alors je reprends l'exemple de Gilles Marty par exemple, où à ce moment-là il y avait cet exercice-là qui faisait justement un peu comme celui-ci, d'aller chercher un peu dans le souvenir les espaces qui vous ont marqué et d'en faire 100 croquis, et de 100 croquis venir à 50, des 50 descendre pour faire un seul croquis qui permettait ensuite de partir de là comme une thématique pour une conception. Donc à ce moment-là, il y a du sensible dans la façon d'aller chercher les émotions, d'aller chercher le souvenir dans la conception. L'autre côté du sensible, c'est pour moi aussi tout le contact qu'on pouvait avoir avec Gilbert Béraldin, qui était le maçon, parce qu'à l'école, il y avait un maçon. Il y avait un maçon qui accompagnait les étudiants dans la construction de la cathédrale en chantier. Et donc, dans les exercices pratiques de Patrice de Watt, on travaillait avec Gilbert Béraldin pour faire les mortiers, pour installer le chantier, les échafaudages, partager directement avec lui. Et du coup, ce contact-là, c'est aussi de la sensibilité, parce que derrière le boulot d'archi, il y a des gens qui travaillent. Il y a des gens qui ont un boulot qui est pas évident tous les jours. Quand on trace un trait sur un bout de papier, ça veut dire beaucoup de choses derrière pour beaucoup de gens qui vont interpréter puis réaliser. Et je trouve que ce côté sensible a été aussi plutôt pas mal. Avec lui, en tant que personne qui travaillait à l'école, mais avec les matériaux également qu'on pouvait avoir là-dessus. Et après, c'est revenu dans les modules en 4e et en 5e année, qui étaient aussi là beaucoup plus de contact avec la matière et le matériau. Je pense que de ce point de vue-là, il y avait du sensible dans la façon de pouvoir faire ça. D'autres enseignants le faisaient. Je parlais de Ragnaud tout à l'heure. D'autres enseignants le faisaient. Les parties consacrées à, on va dire, des dessins d'art, d'expression graphique, dessins de modèles vivants, ce sont des choses qui existent à l'école. Donc, certaines sont en option, donc tout le monde ne passe pas forcément par là. Mais dans l'apprentissage, peut-être qu'on dirait qu'il n'y en a pas beaucoup, mais ça existe. Ça existe. Encore faudrait-il vouloir
se former à ce genre rechercher, de choses, à rechercher ce côté sensible là de l'architecture. Parce que la liberté de l'étudiant en archi, c'est aussi ça, de se faire un peu son propre parcours, ouais. En dehors des choses qui sont obligatoires par groupe, enfin, de la promotion entière. C'est vraiment, après, c'est de se faire son parcours personnel. D'accord. Et une question est-ce que mettez-vous en pratique ces stratégies au quotidien dans votre vie professionnelle et comment ces stratégies par exemple, que vous avez acquis à ce moment que vous décrivez avec la pratique des Patrice Dohat, des autres enseignants? La façon dont je peux voir ça rejaillir dans le travail au quotidien, je pense que c'est beaucoup plus de le savoir-être. C'est une question de posture en tant que professionnel, de se dire forcément que le côté sensible fait qu'on ne doit pas se mettre au-dessus des autres, mais être avec eux pour accompagner ce qui est en train de se produire. Je pense que c'est plutôt comme ça que ça rejaillit dans la façon de travailler au quotidien. C'est-à-dire, pour faire du projet, pour faire de l'enseignement, pour faire de la recherche, pour faire du suivi de chantier, je pense que le dialogue doit être permanent en fait. Et d'imaginer que ces activités-là permettent aussi bien de donner que de recevoir. Je pense que c'est ça qui motive ma façon de travailler. C'est parfois complexe d'arriver à un endroit et d'être pris pour, entre guillemets, l'expert. Oui. Il n'y a d'expertise que celle de quelqu'un qui fait depuis des années et qui a acquis un vrai savoir-faire, je pense. Et par moment, il faut avoir beaucoup d'humilité, et même souvent beaucoup d'humilité, pour travailler à côté des gens qui savent beaucoup plus que vous, malgré le fait qu'on vous donne un titre, mais des gens qui savent beaucoup plus que vous et qui, eux, sont les vrais experts. Et c'est ça qui, je pense, est fondamental de ce point de vue-là, travailler ou accompagner les gens qui font des choses qui ont de la pertinence depuis longtemps, et de dire, bon, ok, on chemine ensemble, et puis si je peux apprendre de vous et vous de moi pour qu'on réalise quelque chose qui reste, qui est utile pour les gens, je pense que c'est plutôt dans ce sens-là, quoi. Et à la fois, comment gérer cette vision, parce qu'il y a toujours aussi une vision, par exemple, quand vous arrivez dans une communauté, et ils s'attendent à la fois un expert, disons, entre l'idéal et si on dit oui, je suis pas un expert, je suis quelqu'un comme vous, après il y a aussi des réactions à ça. Oui. Enfin, oui, je sais que ils attendent d'être sûrs de quelqu'un qui vient. Oui. Oui, non mais ça c'est bien sûr si vous annoncez à une communauté qui n'a pas accès à la médecine moderne en lui disant qu'il y a un médecin qui vient et que les gens ont une maladie à soigner, ils vont attendre le bon geste médical, ils vont attendre la bonne parole, ils vont attendre la bonne solution, le bon médicament pour que la maladie disparaisse. Ok, vous avez ce rôle-là, mais à côté de ça, on ne va pas considérer que l'être humain qu'on soit en face n'est pas un être humain parce qu'il est malade, par exemple. Donc, c'est la bonne posture pour garantir le respect mutuel. Je pense que chacun ait conscience du rôle qu'il joue, parce que c'est souvent un jeu de rôle, du rôle qu'il joue dans ce contexte-là particulier, où on est celui qui vient de l'extérieur, qui apporte une connaissance. Mais je pense aussi qu'en mettant les gens en confiance sur cet aspect-là du respect mutuel et donc de l'échange, on fait en sorte qu'il reste le respect, qu'il reste la reconnaissance par rapport à la distinction ou à la raison qui fait que vous êtes là, parce que ce n'est pas anodin, mais qu'ensuite, dans le fonctionnement, on puisse avoir l'autre en respect, mais quand même sur un fonctionnement qui évite de soit trop fermer les gens, soit essayer de les écraser, et à ce moment-là, on fonctionne tout seul, et ça c'est pas non plus intéressant. Quand on fait l'effort de partir de chez soi pour aller travailler avec des gens, je pense que ce qui est aussi
bien, c'est de pouvoir s'enrichir mutuellement, culturellement et même sur les savoirs. Donc voilà, je pense que c'est vraiment ces aspects-là qui sont importants. Sinon, ça deviendrait quelque chose qui irait vers de l'irrespect mutuel. Et à ce moment-là, il peut y avoir une part de confiance dans ce que vous savez faire et dans ce que vous êtes censé apporter aux gens. Donc il y a vraiment une part des choses à faire au moment où vous arrivez dans un contexte, dans une communauté, pour garder cet équilibre-là. Et ce n'est pas toujours facile de le garder dans la durée, parce que mine de rien, en tant qu'être humain, quand on arrive dans un endroit, il va y avoir au bout d'un moment familiarité avec certaines personnes. Et quand on est familier avec certaines personnes, il y a peut-être tendance de faire éliminer le côté du respect mutuel simplement parce que les gens se sentent plus proches et du coup voilà. Mais dans la déontologie professionnelle, il faut essayer de garder ça le plus longtemps possible pour continuer à avoir le côté positif, le côté valeur ajoutée, on va dire, sur les aspects purement techniques sur le projet. D'accord. Et est-ce que, oui, par rapport à ça, vous considérez qu'on est formé pour ça aujourd'hui? Non. Les gens, en gros, non. Est-ce qu'on voit, on prépare en architecture? Non, je pense pas. On ne peut pas être totalement formé à ça. On vient avec sa personnalité, on prend un peu comme dans un supermarché les choses qui sont intéressantes parce qu'on pense qu'elles sont intéressantes pour nous, et ensuite on les utilise au sortir de l'école. On peut sortir de l'école en ayant la conviction qu'on est tout puissant, qu'on sait tout et qu'on peut arriver comme ça parfois. Première année, on arrive avec un rêve de l'architecte prix, des prix Pritzker, voilà. Bien sûr, bien sûr, il y en a qui ont ça en rêve de dire je vais être le prochain Jean Nouvel, le prochain Portes en Parc ou que sais-je. Mais après, il y a cette expression-là, il y a la commande, il y a la capacité intrinsèque que chacun apporte quand il vient à l'école. Peut-être que tu te rends compte que c'est peut-être pas forcément si évident que ça d'être le prochain Rudy Richetti et d'être la star en architecture. Donc voilà. Mais derrière tous ces grands noms, il y a d'abord du talent, de belles rencontres et puis de la réussite. Donc beaucoup de travail aussi. Donc voilà, au final, c'est pas donné à tout le monde, et à bien y regarder dans la proportion des architectes, par exemple en France, qui font de belles choses. Il y en a que quelques-uns qu'on connaît au niveau national, ou au niveau international. Donc c'est aussi, je pense qu'en avançant dans les études, on se rend compte quand même qu'on va faire un travail qui est un travail ordinaire au service des gens et des besoins de la société, sans forcément se mettre soi en avant. Bon, si on a un peu de chance et de la réussite dans les projets, pourquoi pas, mais sinon on peut être en total anonymat pendant toute la carrière et quand même faire de belles choses. C'est ça aussi, c'est ça. Mais bon, je pense que ça s'apprend aussi avec au fur et à mesure qu'on avance dans sa réflexion. Donc voilà. Bon, et je vous remercie. Et pour finir, je peux vous demander aussi de faire une petite description, voire en dessin si vous avez encore envie, de votre espace préféré aujourd'hui, chez vous. Mon espace préféré aujourd'hui? Dans quelques mots. C'est compliqué parce que c'est une très belle question. C'est compliqué parce que ma pratique professionnelle aujourd'hui fait que je suis souvent très peu à la maison. Donc du coup, la référence, ça va être quelque chose plutôt dynamique, extérieur de la maison.
expérience à la maison. Après, ça devient comme comment je vais dire ça, comme un divan de psychologue, le canapé dans lequel vous rentrez, vous retrouvez la femme et les enfants là, peut-être un foyer, peut-être une cheminée, même si j'ai pas de cheminée, de foyer chez moi, mais vraiment symboliser de ce moment-là, le moment du retour de mission sur lequel la chaleur, la famille, les proches, ce côté sensible là de la vie, je pense que ça devient ça. Je ne dis pas que partir à l'étranger, travailler avec d'autres, c'est impersonnel, c'est même faux parce qu'il y a une très grande richesse culturelle de faire ça. C'est-à-dire qu'on s'enrichit vraiment des différents endroits qu'on visite et sur lesquels on travaille. Et puis après, il y a le petit cocon familial sur lequel vraiment, quand on revient, on ouvre la porte, on est bien notre chez soi. Ça peut être ça, un canapé tranquille avec les siens. Je pense que c'est ça. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. De rien. Et bon, c'était une belle rencontre. Ok, tant mieux. Merci. Tant mieux. Ok.